Donc les souffles sont produits par des turbulences du flux, turbulences du sang au niveau des vaisseaux. La probabilité pour que le flux soit turbulent, ça dépend du chiffre de Reynolds qui est donc égal à cette formule. Le chiffre de Reynolds, c'est le chiffre gamma donc sur le n, sur la viscosité du fluide multiplié par le rayon. Donc si la viscosité est basse, comme dans une anémie, vous pouvez avoir des souffles physiologiques, ou là, si vous avez un rétrécissement d'un vaisseau, ça peut donner naissance à un souffle. Bon, on passe rapidement sur le mécanisme. Donc l'approche clinique, si vous avez un souffle, donc toujours le fil conducteur, c'est la clinique avant de passer aux examens complémentaires. Donc c'est l'anamnèse, donc l'anamnèse maternelle, donc les antécédents de la maman, donc les antécédents. Donc si la maman a eu une infection ou là dans les premiers mois de la grossesse ou là, donc ça peut donc donner un syndrome malformatif avec donc une cardiopathie. Les drogues, donc certains médicaments, surtout les premiers mois. L'alcool, surtout l'alcool, donc la tolérance normalement 0 pour une femme enceinte. Donc on sait que vous avez la photopathie alcoolique, oui, vous avez dans 40% des cas une cardiopathie, en particulier la CID. Les maladies héréditaires, donc avec cardiopathie, ou là, un décès durant l'enfance, ou là les antécédents de cardiopathie. L'examen physique, il y a des signes qui doivent attirer votre attention. Donc si vous avez un enfant qui a un souffle et qui respire donc trop rapidement, il faut savoir que plus l'enfant est jeune, plus la fréquence respiratoire de l'eau est élevée. Donc les difficultés alimentaires, donc si un bébé ou là qui s'alimente mal, donc qui ne prend pas bien de poids, le défaut de croissance, vous appelez les Anglais failure to thrive, le défaut de croissance. Donc si un enfant qui a un poids donc, qui ne correspond pas à son âge, donc ça veut dire que l'enfant qui se développe mal a beaucoup de chances pour que son souffle soit en rapport avec une anomalie cardiaque. Des palpitations ou une fréquence cardiaque qui est trop élevée pour l'âge. Il faut savoir que la fréquence cardiaque dépend de l'âge, donc une fréquence cardiaque inférieure à 100, par exemple, est anormale chez un nouveau-né, et une fréquence cardiaque supérieure à 100 est inférieure chez un adolescent. Donc la fréquence cardiaque, il faut toujours l'approcher en fonction de l'âge de l'enfant. Ou là, vous pouvez avoir des symptômes comme une douleur thoracique. Donc les données anthropométriques sont très importantes, le poids, la taille, toujours dans la prise en charge d'un enfant, c'est le suivi de la taille sur le plan dynamique. Un enfant qui a une taille qui est stationnaire ou qui ne prend pas de poids, donc il doit y avoir un problème pathologique qui peut expliquer cela. La prise de la pression artérielle. La prise de la pression artérielle, on vous a parlé de l'hypertension chez l'adulte. L'hypertension chez l'enfant existe, et d'après les recommandations de la Task Force américaine, tout enfant âgé de plus de 3 ans, quand il vient en consultation, il devrait bénéficier de la prise de la pression artérielle. Donc, si on doit faire donc, la prévention de l'hypertension, ça doit commencer dès le jeune âge. Donc, à partir de 3 ans, tout enfant qui consulte doit bénéficier de la prise de la pression artérielle. Et même avant 3 ans, dans certaines situations particulières, un prématuré, des antécédents de prématurité, ou là, de retard de croissance, ou là, un enfant qui a une cardiopathie, ou là, qui a un problème rénal, ou là, qui a été greffé, donc doit bénéficier de la prise de la pression artérielle. Et c'est très important, prendre la pression au niveau du membre supérieur droit. Si elle est élevée, il faut la prendre au niveau du membre inférieur, parce que si vous avez une augmentation de la pression au niveau du membre supérieur qui contraste avec celle du membre inférieur, si vous avez une différence de 10 ou de 15 mm de mercure, vous pouvez affirmer que cet enfant peut avoir une coarctation de la hanche. Donc c'est très important de prendre la pression artérielle chez l'enfant. Si vous avez un syndrome malformatif, bien sûr, une malformation on appelle une autre. Donc s'il a un syndrome malformatif, même extracardiaque, il a beaucoup de chances il a plus de chances qu'un enfant normal d'avoir une cardiopathie. La dyspnée, bien sûr, des troubles respiratoires et la cyanose. La cyanose, c'est important. Donc la coloration bleue, donc au niveau des téguments. Donc surtout
si la cyanose est présente au niveau de la langue ou des muqueuses, ça peut être un signe d'hypoxémie et ça peut être un signe en rapport avec une défaillance cardiaque. Donc, sur le plan clinique, pour différencier une cyanose d'origine pulmonaire et une origine cardiaque, il faut savoir que la cyanose d'origine cardiaque, généralement, elle s'accentue lors des cris, alors que la cyanose d'origine pulmonaire ne le fait pas. Vous avez aussi la palpation. La palpation, elle est très importante. Donc, la palpation des poux périphériques, la palpation du cœur tannique, sans oublier le creux sous-sternal, et comparer les poux au niveau des membres supérieurs et au niveau des membres inférieurs. Donc, si vous avez des poux qui sont trop bien perçus au membre supérieur alors que vous les percevez mal ou là vous ne les percevez pas au niveau du membre inférieur, donc vous suspectez une coarctation de la aorte. Et ça, c'est très important, même si vous êtes un échocardiographiste très bien entraîné maintenant, donc on ne trouve que selon recherche. Si vous ne faites pas un bon examen clinique, vous avez beaucoup de chances de rater ce type de diagnostic. Si vous êtes orienté par votre clinique, donc vous savez ce que vous recherchez et vous allez vers les incidences qui vont vous montrer cette pathologie. Même si vous êtes un cardiologue ou un échocardiographiste très performant, l'examen doit toujours être guidé par la clinique. Donc la palpation du foie, les poux périphériques, donc si vous avez des poux périphériques qui sont bien perçus au membre supérieur, non mal perçus au niveau du membre supérieur, membre inférieur, donc vous suspectez la coarctation. Si vous bien perçu au niveau du membre supérieur droit, non perçu au niveau du membre supérieur gauche et au niveau des membres inférieurs, ça peut être une coarctation compliquée, donc d'une anomalie de naissance de la sous-clavière gauche. Donc, on a certains syndromes. Donc, quand un enfant a un syndrome particulier, donc c'est des enfants qui ont beaucoup de chance, beaucoup plus de malchance, si l'on veut, d'être porteurs d'une cardiopathie. Dans le premier exemple, vous avez un trisomique. On a le trisomique de passé de profil. Tout trisomique, donc à la naissance, très souvent le diagnostic était à la naissance, et toutes les écoles en vous recommandent de faire une échocardiographie. Parce qu'un trisomique, chez le trisomique, le risque de survenue d'une cardiopathie, il est de 50% comparé à un enfant normal qui est de 1%. Voilà, le diagnostic précoce est important parce que chez ces enfants-là, ils font des cardiopathies qui doivent être opérées avant un certain délai. Parce que très souvent, ils sont porteurs de champ de gauche-droit très important, avec une installation irréversible de l'hypertension artérielle pulmonaire très précocement. C'est pour cela que ces enfants devraient être diagnostiqués donc, à la naissance, et très souvent l'examen clinique, même si avec une oreille bien entraînée, donc, peut rater le diagnostic. Bien sûr, vous avez des signes qui peuvent vous orienter. Un trisomique, à l'auscultation, vous avez un bébé qui est trop bien perçu, même sans souffle, s'il ne prend pas bien du poids, donc il a plus de chances d'être porteur d'un canal atrioventriculaire. Mais pour cela, il faut donc tout trisomique qui doit bénéficier d'une échocardiographie. Ou tenez qu'à chaque syndrome, la connaissance de certains syndromes, à chaque syndrome correspond à une pathologie particulière. Par exemple, le deuxième montant, c'est ce qu'on appelle un syndrome de Williams. Les enfants, ils sont porteurs d'une cardiopathie vraiment qui leur est presque propre. On peut la retrouver chez d'autres enfants. C'est une sténose supravalvulaire aortique. C'est des enfants tanniques. Normalement, vous devez expliquer aux parents qu'il y a une prise en charge multidisciplinaire et peut faire des problèmes de thyroïde, de diabète, de vision. Donc, il y a un retard psychomoteur, une prise en charge qui est particulière. Mais vous avez le syndrome de délétion du chromosome 22q11. Le syndrome de délétion du chromosome 22q11, c'est un syndrome qu'on appelait avant le catch 22q11. C'est des enfants où il y a 2 ou 3 syndromes qui peuvent donner cela, comme on inclut le syndrome de George, le syndrome de Takao. Donc, le syndrome particulier, c'est des enfants qui ont en plus de la cardiopathie un problème de retard psychomoteur, et ces enfants, donc pour le conseil génétique,
comme ils sont porteurs d'une délétion, le risque de transmissibilité à leur enfant, donc que vous devez expliquer aux parents, la transmission, elle est de 50%, alors qu'un enfant normal qui est porteur d'une tétralogie de Fallot, le risque est à peine de 5 ou un peu plus élevé que la normale. Dernier syndrome, c'est le syndrome de Noonan. Le syndrome de Noonan, généralement, c'est la sténose pulmonaire, la cardiomyopathie hypertrophique ou la ICIA. Donc l'auscultation, c'est un moment vraiment clé. Donc les conditions d'auscultation, donc la salle doit être calme, un matériel adéquat. Donc l'auscultation, il faut analyser. Premièrement, il faut analyser les bruits du cœur, le B1, le B2. Sur le plan sémiologique, l'examen du B2 est capital. Donc c'est très important, l'appréciation du B2. Donc un enfant qui a un éclat du B2, donc vous oriente vers un problème cardiaque qui est très souvent, c'est un signe prémonitoire d'une hypertension artérielle pulmonaire. Et généralement, les choses vont ensemble. C'est des enfants qui se développent mal, qui ont des problèmes respiratoires fréquents parce qu'ils ont des poumons qui sont surchargés. À la radio, vous allez trouver un cœur qui est augmenté de volume. Et parfois, le souffle peut être présent ou là, il peut être discret. Donc le B2, c'est très important chez l'appréciation du B2 chez un enfant. Vous savez que le dédoublement du B2, est spécifique de certaines pathologies qui donnent une surcharge des cavités droites. Par exemple, quelle est la cardiopathie qui donne une surcharge volumétrique du cœur droit? Hein? شنو؟ ماشي interventriculaire, interauriculaire ou un retour veineux. La communication interventriculaire donne une surcharge gauche et non droite. Les cardiopathies. L'approche des cardiopathies, c'est les cardiopathies non cyanogènes, qui ont les champs gauche-droit. C'est les cardiopathies non cyanogènes, vous avez les obstacles du cœur gauche qui ne donnent pas une surcharge vasculaire, les obstacles du cœur qui ne donnent pas une surcharge vasculaire pulmonaire. Et la deuxième partie, c'est les champs gauche-droit qui donnent une surcharge vasculaire pulmonaire. Ou la surcharge vasculaire pulmonaire, la seule ou les seules, c'est les cardiopathies qui donnent une surcharge volumétrique. C'est la communication interauriculaire, CIA ostium pseudondome, la plus fréquente, ou la CIA sinus venosus, et les retours veineux pulmonaires anormaux. Vous avez le B3, donc qui peut être physiologique chez un enfant, le B4 associé donc à certaines cardiopathies, donc qui m'a la sténose aortique ou là une cardiomyopathie hypertrophique, et vous avez donc certains bruits anormaux, donc contrairement au souffle. Oui, le souffle, dans la majorité des cas, comme on va le voir par la suite, par certaines manières, on pourra différencier entre un souffle bénin ou innocent et un souffle pathologique, mais la présence d'un bruit suragité qui m'implique, c'est toujours pathologique. La présence d'un clic est toujours pathologique, et la présence d'un clic d'un bruit anormal, on l'a généralement dans 3 situations. Dans les sténoses valvulaires, donc aortique ou la pulmonaire, donc ça signe une pathologie de la base, ou là dans le rétrécissement mitral, donc qui est plutôt un claquement d'ouverture, ou là dans le prolapsus de la valve mitrale qui est télésystolique. Bon, les anomalies donc du B2, donc on en a parlé, donc il y a 2 choses que vous devez retenir, c'est l'éclat du B2 et le dédoublement du B2. Mais il faut savoir que il y a un dédoublement physiologique chez l'enfant. Il y a un dédoublement physiologique chez l'enfant. Donc un dédoublement qui est fixe, donc le B2 qui est tout le temps dédoublé, donc en inspiration ou là en expiration, doit vous orienter vers donc un shunt gauche-droit à l'étage auriculaire. Donc les caractères du souffle, donc il faut voir le timing, est-ce qu'il survient entre le B1 et le B2, donc est-ce que c'est un souffle systolique ou la diastolique, la localisation, l'irradiation, la forme, l'intensité, la qualité et surtout la réponse aux manœuvres qu'on fait presque pas. La réponse aux manœuvres. Il y a des manœuvres très simples qu'il faut faire, elle va vous signer le caractère
bénin ou la normale ou la innocente d'un souffle par rapport à un souffle pathologique. Comme on va le voir par la suite, les manœuvres, il faut les faire. Donc les souffles, donc vous avez le souffle systolique. Les souffles systoliques, ce sont les souffles éjectionnels ou là, les souffles de régurgitation. Les souffles éjectionnels, c'est les souffles, premièrement, c'est le souffle bénin, les souffles bénins qui met le souffle de style ou un souffle éjectionnel pulmonaire. Et vous avez les souffles de sténose aortique ou de sténose pulmonaire, et vous avez les souffles de régurgitation mitrale ou tricuspidienne et les souffles de CIV. Pour les souffles de flux, qui mettent les souffles innocents ou les souffles de sténose pulmonaire ou aortique, ce sont des souffles éjectionnels, c'est-à-dire qui commencent après le B1, alors que les souffles de régurgitation mitrale ou tricuspide et même celui de la CIV, ce sont des souffles qu'on appelle holosystoliques ou la pansystolique qui commencent donc avec le B1. Ademais, ce sont des souffles holosystoliques où c'est un caractère pathologique. Un souffle qui commence, qui est holosystolique, qui occupe toute la systole, c'est généralement un caractère donc qui fait que le souffle est pathologique. Les souffles diastoliques, donc il faut retenir que tous les souffles diastoliques sont des souffles pathologiques. Donc, il n'y a pas de problème. La régurgitation aortique, elle était la plus fréquente du temps où il y avait beaucoup de RA. Actuellement, le RA, il y en a presque pas beaucoup. Donc, c'est surtout la régurgitation pulmonaire qu'on retrouve dans les cardiopathies opérées, qui m'a la tétralogie de Fallot, où très souvent persiste un souffle systolique de sténose résiduelle plus légère, et presque toujours vous avez un souffle de fuite pulmonaire. Très souvent, vous avez une double fuite. Et vous avez tandis que la sténose, le roulement, soit le roulement de sténose mitrale ou le roulement tricuspidien. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des roulements physiologiques, d'hyperdébit. Maintenant, si vous avez un champ de gauche-droite qui est important. Donc si vous avez une grosse CIV, vous allez avoir une grosse CIV ou un canal artériel, beaucoup de sang qui va donc être chanté de la gauche vers la droite. Donc vous allez avoir beaucoup de sang qui va aller au niveau du poumon, qui va revenir vers les veines pulmonaires, vous me suivez, vers les veines pulmonaires, ça va donner au niveau de la valve mitrale un roulement, c'est-à-dire fonctionnel. Vous pouvez avoir un roulement fonctionnel qui signe qu'il y a un shunt qui est important. Là, le roulement, à la différence du roulement de sténose mitrale post-rhumatismale, là, vous n'avez pas de claquement d'ouverture. Et vous avez des souffles continus. Le souffle continu, voilà les trois types de souffle. Le souffle continu, qui m'a la PCA, ou là le lobripédie. La PCA, ou là le souffle, le rhume veineux, comme on va le voir dans les souffles fonctionnels. Pour le souffle continu, la PCA, il y a une différence. La PCA, c'est un souffle continu avec une exagération du souffle durant le deuxième bruit. Alors que dans le lobripédie, c'est une CIV qui est compliquée de fuite aortique. Vous avez un souffle systolique, au niveau du B2 vous n'avez rien du tout, vous avez un souffle, vous avez plutôt un double souffle qu'un souffle continu. Le souffle de PCA, c'est ce qu'appellent les anglo-saxons, c'est le machinery movement. C'est un souffle de locomotive qui ne s'arrête pas et qui s'exagère au niveau du B2. La localisation va, le siège maximum du souffle va vous orienter vers l'origine de ce souffle. Donc un souffle qui est maximum maintenant au deuxième espace intercostal droit, il a plus de chances d'être en rapport avec une pathologie aortique, surtout s'il irradie vers les vésicules, et surtout si vous avez un frémissement suprasternal. Le frémissement suprasternal, si une pathologie de gros vaisseaux, le plus souvent c'est une sténose aortique, c'est vraiment pathognomonique. Et donc il faut apprendre à le faire. On a la sténose pulmonaire, la sténose aortique, elle irradie vers les vaisseaux du cœur, alors que la sténose pulmonaire, elle irradie plutôt vers les vaisseaux. Là, le souffle, là, je vois écrit plus bien, donc le souffle il a été trouvé la théorie. Au niveau de la tête, c'est donc pathologie, on va faire avec la mitrale.
le changement d'intensité du débit à la fin, donc vous avez plusieurs types de souffle. Vous avez le souffle crescendo, décrescendo, donc c'est les souffles éjectionnels. Un souffle décrescendo, c'est le souffle diastolique. Le souffle uniforme, donc c'est le souffle de régurgitation. Il est en plateau, c'est le souffle consystolique qui correspond d'un B1 jusqu'au B2. Voilà, on a la configuration du souffle. Par exemple, vous avez une sténose pulmonaire, vous voyez donc que le maximum mental de souffle, il est médian. Vous avez en cas de sténose. Plus le maximum se rapproche du B2, plus cette sténose est sévère. Vous voyez que quand la sténose est très sévère, donc le maximum a tendance à se rapprocher plus du B2. Alors que pour le clic éjectionnel, il y a le bruit supplémentaire qu'on entend, donc qui signe l'organicité du clic. Plus la sténose est sévère, plus il se rapproche du B1. Bon, vous avez les différents types de souffle. Donc, le souffle éjectionnel, donc vous voyez, qui survient après le B1 et qui a un aspect losangique, donc crescendo, décrescendo. On retrouve dans la sténose aortique, dans la sténose pulmonaire, ou là dans l'atrium septum défect qui est la CIA. Le souffle dans la CIA, il est donné par quoi? Le souffle qu'on retrouve dans une CIA, où est-ce que prononcez-vous dans la CIA? La surcharge droite, vous avez le dédoublement du deuxième bruit et vous avez un petit souffle qui est situé au niveau du foyer pulmonaire. Il est en rapport avec ça. Tu fais? À travers? Là, c'est pas le. Là, ça ne donne pas de souffle. C'est l'hyperdébit pulmonaire à travers la valve pulmonaire. Ça donne une sténose pulmonaire fonctionnelle. C'est ça qui donne le souffle. Ce n'est pas le passage au niveau du défect entre la communication interauriculaire. C'est l'excès de sang sur un vaisseau normal qui donne ce souffle. Le souffle transystolique, c'est-à-dire holosystolique, qui commence avec le B1 jusqu'au B2, c'est le souffle qu'on retrouve dans la CID, dans la régurgitation mitrale et dans la CID et dans la régurgitation mitrale. Donc c'est un souffle holosystolique. Le souffle télédiastolique, c'est le souffle de prolapsus de la valve mitrale qui est accompagné d'un clip télésystolique. Le souffle télédiastolique, donc c'est la régurgitation aortique ou là la régurgitation pulmonaire. Et on a dit actuellement avec la diminution du rhumatisme articulaire aigu, il y a de moins en moins de rhumatisme articulaire aigu, donc on en voit de moins en moins. Les fuites de régurgitation, le plus souvent, ils sont en rapport avec une pathologie pulmonaire. Le souffle mésodiastolique, c'est généralement la sténose mitrale ou la sténose crépusculaire. Et le souffle continu, c'est le patin de c'est la PCA. Vous voyez, le maximum se situe au niveau du B2. Au contraire d'un double souffle que vous retrouvez dans certaines pathologies comme le syndrome de l'Obrighetti, c'est le CID qui se complique d'une petite fuite aortique. Le grade, donc la graduation l'intensité du souffle, elle est gradée de 1 à 6 pour la classification des nodules. Donc grade 1, il est à fond nodule. Grade 2, donc il est doux, mais facilement audible. Grade 3, donc il est intense, mais non frémissant. Il est frémissant quand il atteint le stade 4 et tout souffle frémissant est un souffle organique. Ça, c'est important. Si vous percevez un frémissement, que ce soit au niveau de la paroi thoracique ou au niveau du creux cisternal, ça signe l'organicité du souffle. 5, donc c'est un souffle très intense, même si le souffle est partiellement décalé, vous le retrouvez. Et le grade 6, il est même audible sans le stéto. Donc la qualité du souffle, la régurgitation mitrale, donc c'est un souffle musical et soufflant. Pour la sténose mitrale, c'est un souffle
c'est un roulement. La sténose aortique, généralement, il est râpeux à cause du gradient qui est élevé. La régurgitation aortique, généralement, c'est un souffle qui est doux, aspiratif, et il faut certaines manœuvres pour le mettre en évidence. Très souvent, il faut mettre le patient assis en expiration profonde pour pouvoir mettre en évidence ce souffle. Et le souffle de style, qui est le souffle fonctionnel le plus fréquemment retrouvé donc, chez l'enfant, où on a les souffles fonctionnels jusqu'à plus de 50% chez des enfants qui sont porteurs de souffle fonctionnel. Et vous avez la PCA, où vous avez un souffle continu, un souffle de locomotive, où là, le bruit que fait le vent au niveau des arbres. Donc la réponse en manœuvre, donc pour mettre en évidence qu'on a une régurgitation aortique, donc il faut soit serrer les poings, donc ce qui va augmenter la post-chasse, qui va mettre en évidence ce souffle. La manœuvre de Valsalva, donc qui va donner une diminution du retour veineux, donc une diminution du volume d'éjection. Donc elle va diminuer l'intensité du souffle de sténose aortique, mais elle va augmenter celui de la CMH. Vous lâchez l'enfant, donc la manœuvre du Valsalva, c'est l'expiration. Manœuvre de Valsalva, où on peut avoir facilement chez l'enfant. Le squatting en anglais, c'est pratiquement l'agenouillement. Derrière le squatting, c'est surtout un signe de la tétralogie phallo, qui sont plus ou moins négligés. Donc quand les enfants s'essoufflent, donc pour améliorer leur dyspnée, ils s'agenouillent, ce qu'on appelle le squatting. Le squatting, donc il va augmenter le retour veineux, il va augmenter donc le volume d'éjection. Donc ça va, si vous avez un souffle de sténose aortique, donc il va augmenter, alors qu'au contraire, celui de CMH, il va diminuer. Ce qui est important pour les manœuvres, c'est de faire une inspiration. Il faut savoir que les souffles du cœur droit augmentent à l'inspiration, le contraire est valable pour les souffles du cœur gauche. L'expiration donc augmente les souffles du cœur gauche et diminue ceux du cœur droit. Le gradient, donc le timbre du souffle, plus le gradient est élevé, plus la tonalité du souffle donc est augmentée, qui met une CIV, il est rude, râpeux, parce que le gradient entre le ventricule droit et le ventricule gauche est très élevé. Quand le volume du sang à travers un gradient de pression bas, vous avez une basse tonalité, comme dans la sténose mitrale. Pour les examens complémentaires, donc pour différencier bien un souffle innocent et un souffle organique, la radiographie du thorax ou la DCG ne sont pas très contributeurs. Maintenant, si vous avez une petite fuite mitrale ou une petite sténose aortique, vous allez avoir un ECG normal, de même que vous allez avoir une radiographie qui est normale. Donc, ils ne peuvent pas faire la différence entre les deux. L'oxymétrie percutanée, je voudrais vous en parler, parce que c'est un appareil qui coûte 3 fois rien. Et actuellement, dans les pays développés, tous les Américains nous disent déjà en 2004, c'est un moyen de dépistage des cardiopathies congénitales cyanogènes, c'est-à-dire que les nouveau-nés, avant de sortir des maternités, doivent bénéficier d'une saturation. Donc c'est un appareil qui coûte 500 000 ou 600 000. Donc on peut le faire donc à tous les enfants. Et si les enfants ont une saturation qui est inférieure à 90%, donc ils bénéficient automatiquement d'une échocardiographie. Si la saturation est située entre 90 et 95, donc on refait donc l'examen. Si c'est supérieur à 95, on laisse sortir l'enfant. À l'âge, parce qu'il y a certaines cardiopathies qui sont dites ductodépendantes, c'est-à-dire qui peuvent survivre grâce à la béance du canal artériel, qui peuvent ne pas présenter les problèmes durant la période précoce et durant les premiers jours de vie. Et dès qu'ils sortent, dès que le canal artériel se ferme complètement, là, c'est là que les problèmes commencent. Et pour ne pas rater ce type d'enfant, donc on fait une saturation à l'oxygène. Donc si vous avez un enfant qui vous semble un peu cyanosé, vous avez des doutes, là, je pense que vous pouvez faire donc une saturation. Si la saturation est en deçà de 90,
ça veut dire qu'il est cyanosé, que probablement il a une cardiopathie, et qu'il faut faire un complément d'examen. Vous pouvez avoir une cyanose différentielle dans certaines cardiopathies ductodépendantes, surtout si elles sont associées à l'hypertension artérielle pulmonaire. Vous pouvez avoir une saturation qui est basse au niveau du membre inférieur alors qu'elle est élevée au niveau du membre supérieur. L'échocardiographie, bien sûr, c'est le seul examen discriminatif entre un souffle pour dire que le souffle est pathologique ou non. Mais il y a beaucoup d'auteurs ou d'écoles qui disent que ce n'est pas indispensable et que seulement avec la clinique, on peut faire la part des choses. Mais s'il y a un doute qui persiste, je pense qu'il faut faire l'échocardiographie. Donc on va parler des souffles innocents. Donc les souffles innocents, vous avez le plus fréquent, c'est le souffle de Sti, qui a la maladie de Sti. Donc ce souffle a été décrit par Sti dans les années 1900. Vous avez le souffle éjectionnel pulmonaire, vous avez les souffles des branches des artères pulmonaires et vous avez les souffles continus, le rhume veineux. Donc c'est un souffle, donc on va voir qui est situé à droite. Et vous avez le souffle mammaire. Vous voyez le souffle veineux, le souffle aviculaire droit. Vous avez le souffle éjectionnel pulmonaire qui est situé ici. Le souffle de Sti, c'est l'un des souffles les plus fréquents. Il y a le souffle éjectionnel et le souffle d'éjection pulmonaire. Donc le souffle de branche des artères pulmonaires, c'est surtout chez les prématurés, il y a les nouveau-nés. Vous avez des souffles au niveau donc au niveau de la partie supérieure, donc au niveau de la base, c'est un souffle qui va de 1 à 3 sixièmes, il débute à la naissance, et généralement, c'est des souffles qui nous intéressent les branches artérielles pulmonaires, qui disparaissent, donc, ils disparaissent. S'ils ne disparaissent pas, c'est peut-être une sténose organique. Le caractère, c'est que ces souffles irradient vers le bas. La turbulence à l'est, parce que in utero, il faut savoir que dans la circulation totale in utero, le débit éjecté par le ventricule droit, vous n'avez que 5 à 8% du débit éjecté par le ventricule droit qui passe au niveau du poumon. Donc, vous avez une hypovascularisation pulmonaire, les artères pulmonaires sont très grêles, donc à la naissance, elles vont recevoir un hyperdébit au niveau d'artérioles pulmonaires qui sont grêles à ce souffle. Le diagnostic différentiel, bien sûr, il peut se faire avec les sténoses des artères pulmonaires, donc l'artère pulmonaire droite ou de la gauche. Les sténoses des artères pulmonaires qu'on retrouve dans certaines maladies, donc surtout dans la rubéole, dans le syndrome de Williams, dans le syndrome de Noonan, dans le syndrome de Köthen, donc ce sont des pathologies bien particulières où il y a une CIA ou il y a une sténose pulmonaire. Le souffle de Steele, donc décrit par Steele en 1897, donc il intéresse l'enfant de 2 à 6 ans, c'est le pain quotidien car les pédiatres, il est très fréquent, donc il est très fréquent chez les enfants. Donc c'est un souffle qui est endapexien, il irradie peu, donc l'intensité elle ne dépasse jamais 3 sixièmes. Le souffle est accentué par la fièvre, l'effort et l'anémie, il est vibratoire, c'est comme des souffles il est variable avec les changements de position. Donc avant de faire des examens complémentaires féminins, prendre la précaution de mettre debout l'enfant et d'ausculter debout l'enfant. Si vous le mettez en position debout et que le souffle disparaît, donc ça veut dire que c'est presque sûr, c'est un souffle innocent et vous pouvez vous arrêter. Mais parfois, il peut diminuer d'intensité et ne pas disparaître complètement. Donc s'il y a un doute, on peut faire donc une fois dans la vie l'échographie pour préciser l'origine du souffle. Donc le diagnostic différentiel, il va se poser avec ça, étant donné que c'est un souffle avec la CMA, il a une petite micro.
Donc généralement, si un doute persiste là, c'est l'échocardiographique qui va lever le doute. Alors, le cycle égyptien pulmonaire, donc, il survient à un âge un peu plus avancé, c'est l'adolescence, l'adulte. Donc ce cycle, il est généralement le temps. Vous avez une intensité qui va de 2 à 3 sixièmes. Il est parfois rude. Il est entendu en position couchée. Donc il est variable qu'avec les changements de position. Donc vous le mettez debout ou là, le souffle a tendance à disparaître. Vous n'avez pas de clic. Donc vous n'avez pas de bruit surajouté. Si vous faites donc, un électrocardiogramme, vous n'allez pas avoir des signes de surcharge ventriculaire, des signes de surcharge ventriculaire droite comme une sténose pulmonaire, ou là un bloc incomplet droit des surcharges diastoliques du ventricule droit comme dans la CIA, un bloc incomplet droit. Donc s'il y a un doute ou là, c'est toujours l'échographie qui va lever donc le diagnostic différentiel se fait donc avec la sténose pulmonaire, où vous avez un flux turbulent avec un gradient au continu, ou là, soit c'est une CIA, qu'on donne un souffle au niveau du foyer pulmonaire, ou là une sténose aortique, qui est généralement dans la sténose aortique, souvent elle est en rapport avec une doute suivie, et souvent vous avez un bruit qui est surajouté, ce qu'on appelle le flux. Vous avez le rhume veineux, donc c'est un souffle continu que vous pouvez qui est généralement sous-claviculaire droit, donc qui peut être très intense, mais il disparaît, donc en fait une compression de la jugulaire, ce souffle va disparaître. Ce sont des turbulences au niveau de la jugulaire, des gros tremblements, donc au niveau de la jugulaire. Donc le diagnostic différentiel d'un souffle continu, bien sûr, c'est la persistance du canal artériel. Quelle est la différence entre le canal artériel et le rhume veineux? Canal artériel, à droite ou à gauche? Canal artériel, généralement, c'est à gauche, alors que le rhume veineux, le plus souvent, c'est à droite. Deuxième caractère, c'est le fait que vous comprimez les jugulaires, donc du côté ipsilatéral, le souffle disparaît. Le canal artériel ne disparaît pas. Et si vous avez des doutes, là, vous faites peut donner un souffle continu, mais généralement le souffle continu, il est plus doux, mais il est plus bassifié. La rupture de l'anévrisme de Valsalva, généralement, c'est plutôt un double souffle qu'un souffle continu. Vous avez un souffle systolique avec un souffle diastolique. Le caractère du souffle il est doux, musical et vibratoire. Il y a le premier caractère. Mais c'est très important, ce caractère unique, qui avec la clinique, il pourra différencier, faire la différence d'une souffle innocent et un souffle chronique. C'est important parce que malheureusement, le souffle, il est enseigné ni dans le module de pédiatrie, ni dans le module de cardiologie, ni la sémiologie, la pathologie. Et pourtant, c'est une pathologie qui est très fréquente. Comme certains auteurs qui donnent jusqu'à 80% des enfants, à un moment ou l'autre de leur vie, présenteront un souffle, surtout durant la petite enfance. Le nouveau-né jusqu'à l'adolescence. Même durant la période néonatale, vous pouvez avoir des souffles innocents. Donc, ils varient avec les changements de position. Donc, la chose la plus simple, c'est de le mettre debout. Un souffle, mettez-le debout. Si le souffle disparaît, vous avez toutes les chances que vous se et là, l'autre caractère, il n'est jamais le système. Le plus souvent, il est très profond de système. L'anamnèse et les examens physiques sont normaux. Là, il y a une éclate des deux, là, il y a une physique surajoutée, les prix sont bien fixés, la pression artérielle est normale, pas de différence de domaine supérieur ou inférieur. Tous les souffles diastoliques, tout souffle diastolique est un souffle pathologique.
et souffle de régurgitation. Qu'est-ce que ça veut dire souffle de régurgitation? Contrairement au souffle égyptien. يبدأ من B1 jusqu'au B2. Il occupe toute l'assistance et il est généralement en plateau. Alors que le souffle égyptionnel, il commence après le B1 et se termine avant le B2 et il est généralement crescendo décrescendo. Il peut être organique, mais il peut être personnel. Et le souffle en plateau, généralement, soit ici, une valve de auricule, soit un souffle. Le souffle frémissant. Pardon, un examen très succinct ou juste l'examen complémentaire. Et beaucoup d'auteurs vous disent que la qualité d'un médecin est inversement proportionnelle au nombre d'examens complémentaires qu'il demande. Moins il connaît, plus il se cache derrière les examens complémentaires. Ils sont coûteux et parfois ce sont des examens qui portent préjudice aux malades. Le nombre de scanners qui est fait actuellement, c'est vraiment la discipline. Et dans 90% des cas, ils ne servent à rien. Je vous montre une anecdote à dire dans des ateliers de radiologie dans les années 83-84. Le scanner il a été inventé par l'équipe, les Français, les radiologues. Clément Fauré, c'était un ancien, c'était le doyen d'Yémen. Et c'était cette année-là où ils ont les scanners. Alors qu'à la fin de l'année, ils se sont remis en question. On va essayer de voir, on a demandé des scanners, est-ce qu'avec des examens conventionnels simples, on pouvait arriver au diagnostic. La conclusion, 50% des cas, ils pouvaient arriver au diagnostic sans faire un scanner. Avant de demander un scanner, un scanner c'est 400, c'est l'équivalent de 400 radios. Fukushima ou Tchernobyl ou Djibouti. Et très souvent pour rien, le canard un scanner, c'est très bien. On a des pathologies avec peut-être avec l'oreille ou du moins avec un examen non invasif, on fait des examens très invasifs. Donc on a le frémissement. Donc il faut palper. Donc vous palpez le thorax, le creux sternal. Bien sûr, la palpation des poux périphériques, c'est très important. Des poux qui sont diminués au niveau des 4 membres chez un nouveau-né, ça peut être une sténose aortique très serrée ou là une coarctation de l'aorte. Et je peux vous dire un nouveau-né, mais quand vous faites une échocardiographie, si vous ne faites pas une bonne orientation clinique, très souvent vous ratez le diagnostic. Parce que quand il y a des incidences particulières qu'on ne fait pas à tous les enfants. Suspecter une anomalie des arcs ou là une coarctation, très souvent c'est la coupe suprasternale. Ou surtout chez l'enfant, elle prend du temps. Maintenant, il faut prendre. Donc, si vous faites un examen très rapide, très souvent, donc vous pouvez rater le diagnostic. Donc, le fil conducteur, c'est la clinique. Quelle que soit la spécialité, les DIROHA, la clinique, c'est la clinique qui, comme on dit en français, les examens complémentaires, c'est des examens complémentaires, ce n'est pas des examens systématiques. C'est le complément de quelque chose. Et le complément de quoi? C'est le complément de l'examen clinique. La sémiologie d'Yelcom. C'est les yeux, les mains, la langue, parler aux malades, bien ausculter avant de passer à l'examen complémentaire. Mais si vous voulez demander 50 examens. Le clic, on a, et c'est un apprentissage. La deuxième leçon, la médecine, ce n'est pas les examens qu'on vous fait passer ou la haja. C'est un métier qu'on doit apprendre. Si vous vous contentez des QCM qu'on vous fait ou les cours qu'on vous fait, c'est l'apprentissage quotidien auprès des aînés.
la manière d'ausculter ou la haja, c'est pas dans le livre ou l'internet ou la ta'almuha, c'est auprès du malade. Donc on a associé à un clic ou non. La conduite à tenir devant un souffle innocent, aucune prophylaxie n'est indiquée. Et très souvent, on a des malades, des cardiologues ou ils ne sont pas habitués à l'enfant. Il est obligé de retrouver quelque chose. Il faut que la valve va les remanier et on le met sous extensiline. Alors qu'on sait que la maladie, vous faites l'écho, mais ni fuite ni rien du tout, c'est un souffle innocent. Parce qu'on n'a pas pensé au souffle innocent. Donc, pas de prophylaxie, donc ni de l'osclaire, ni de l'endocardite, pas de contrôle. C'est pas des enfants qu'on doit contrôler, c'est des enfants qui sont normaux et qui doivent avoir une activité tout à fait normale, une activité physique normale, comme tous les autres enfants. Et le problème, c'est les parents qu'il faut rassurer. La problématique, c'est pas l'enfant. L'enfant, il est très bien, il joue, mais un duel. C'est parce qu'il le souffle. C'est un enfant qu'on embête avec ce souffle. Il faut rassurer les parents. Bien rassurer les parents, et c'est pas la peine de répéter les examens. Dire une échographie et stop. Ou l'échographie et on stop. Au maximum une échographie, mais je sais que 6 mois ou là une échographie pour voir, il n'y a rien à voir. Un souffle innocent, c'est ce qu'on doit faire pour l'enfant. Donc, conclusion, c'est un motif très fréquent de consultation. Donc, c'est un problème auquel vous allez être confronté. Le souffle innocent, les plus fréquents, vous avez les souffles des branches des artères pulmonaires chez les nouveau-nés, en particulier les prématurés. Le souffle du style chez les enfants entre 3 et 6 ans. L'examen clinique suffit très généralement au diagnostic. Il y a une étude qui a été faite pour vous dire l'importance de l'examen clinique. Il y a une grande dame de la cardiologie pédiatrique, Newberger, c'est une américaine, Jane Newberger, dans les années 90, une étude 280 malades, qui a des malades où il y a l'examen clinique, ou la panoplie des examens complémentaires. L'examen clinique, ça des gens bien entraînés, c'était des gens, 280 l'examen clinique, ou ils ont raté un ou deux diagnostics. Pour vous dire la valeur de l'examen clinique, quels que soient les examens sophistiqués dont on dispose actuellement, on ne peut pas se passer de l'examen clinique. La base, c'est de l'examen clinique. L'échocardiographie, bien sûr, c'est à elle qui revient le dernier mot. S'il y a un doute, vous n'êtes pas sûr ou là, donc une fois dans la vie, ma foi, une échographie, je vous remercie. S'il y a des questions à poser, on est là.